Bonjour, donc notre débat d'aujourd'hui avec Ahmed Mouallek, voilà, c'est comme ça qu'on le prononce. C'est au sujet de peut-on critiquer l'islam et peut-on critiquer le sionisme. Je crois que nous deux, nous sommes plutôt d'accord pour dire oui. Moi, je critique depuis un certain temps l'islam, religion de mes deux parents. Et je pense qu'Ahmed Mouallek ne se prive pas de critiquer le sionisme, et voilà, et même un peu au-delà que le sionisme. Alors, je crois, bien sûr, dans l'islam, il est interdit de critiquer le Coran et Mahomet. Et moi, j'ai quand même compris que c'était là les deux pieds de sable de l'islam, de la pensée islamique tout entière. Et forcément, en commençant par là, forcément, ça gêne beaucoup de personnes. Mais finalement, dans le cadre de la liberté, si on prend ces libertés, on élargit finalement le champ de sa propre liberté. Et les gens, bien sûr, vous insultent au départ. Il y a des menaces que j'ai... Déjà en l'an 2000, j'avais reçu le premier article que j'avais publié en arabe dans une revue marocaine. Il y a 3 imams qui ont obtenu mon adresse carrément postale, ils m'ont écrit. Et finalement, à travers le débat, malgré les insultes et tout ça, on arrive à dépasser les insultes et les menaces. Et on arrive finalement à ancrer la liberté du débat dans les mentalités de ses partenaires, même si on n'est pas d'accord. Bonjour à tous. Effectivement, moi je suis pour une liberté totale d'expression. J'ai aucun problème à critiquer autant l'islam que le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme, la laïcité, la république. Moi je suis ouvert pour qu'on puisse discuter de tout, de tous les sujets vraiment. Alors je reviendrai sur ce que vous avez dit concernant le prophète de l'islam. C'est juste une petite parenthèse. C'est pas Mahomet, mais c'est Mohamed. Donc je pense que déjà il faut commencer à remettre des choses. Mahomet, c'est les Français qui l'ont appelé comme ça, et qui veut dire le mal-aimé, et Mohamed veut dire le digne de louange. Enfin, c'était juste pour la précision. Alors critiquer, je suis pour critiquer le sionisme et bien au-delà, comme vous avez dit. Oui, parce que le sionisme, je ne vois pas pourquoi le sionisme serait incritiquable, comme l'islam ne l'est pas, comme tout sujet. En fait, moi, j'ai pas de frontières là-dessus. Et effectivement, je suis antisioniste, j'ai fait partie de la liste antisioniste. Et je combats, oui, la politique de l'État d'Israël, pour être plus clair. Et ici, en France, dans notre République, moi j'ai un problème avec le lobby juif, sioniste, le lobby juif, tel que le CRIF, et puis voilà, la LICRA, l'UOJF, toutes ces institutions communautaires avec lesquelles on a du mal à discuter avec certains parce que c'est sujet sensible. Voilà. Oui, alors, bien sûr, il y a le problème des limites de la liberté d'expression et de critique. Forcément, la critique nous fait avancer, mais tant, je crois, qu'on accepte d'abord l'autre. Ça veut dire que moi, mon principe qui est aussi affiché sur mon site que j'ai créé il y a très longtemps, c'est que la dignité humaine est sacrée, pas les religions, et surtout pas l'islam qui n'a pas de respect de la dignité humaine. Je suis bien sûr critique de l'État d'Israël, des Israéliens, mais à condition aussi de reconnaître d'abord et avant tout le droit d'Israël d'exister dans des frontières bien sûr reconnues internationalement, reconnues aussi par ses voisins,
et sans la menace de son existence. Or, ses adversaires, malheureusement au Moyen-Orient, ont mis du temps à avaler cette banalité et ils étaient perdants parce qu'entre-temps, les colonies se sont installées, d'autres paysages se sont installés et bien sûr, il y a eu suffisamment de personnes un petit peu, très peu intelligentes du côté arabe et palestinien. Et d'ailleurs, les responsables de ces entités-là n'avaient aucun intérêt à ce que le problème des Palestiniens soit résolu, de telle sorte qu'ils donnent à bouffer du sioniste à leurs ouailles, finalement de les amuser avec ça. Et comme je l'avais écrit il y a très longtemps, les pays arabes, y compris bien sûr les chefs arabes, y compris Yasser Arafat à cette époque, devaient tous les matins prier pour que Israël, avec ses problèmes, existe, pour qu'il donne à bouffer du sioniste à ses ouailles et ne pas parler d'autres problèmes de corruption aussi bien de l'instance palestinienne, donc des dirigeants palestiniens, que de tous les régimes autour. Et il n'y avait malheureusement qu'une seule victime, c'était le Liban. Tous les pays autour, y compris Israël d'abord, Israël s'est débarrassé de ces Palestiniens gênants. La Jordanie les a chassés, les a massacrés. La Syrie, pareil, les a pourchassés. Et il n'y a que le pauvre Liban, qui était la seule démocratie des pays orientaux à côté d'Israël, hein, Israël et le Liban, qui étaient deux pays vraiment démocratiques à cette époque. Eh bien, ils ont hérité du problème des Palestiniens. Ils ont eu droit à deux armées dans un même État, et ça ne marchait pas. Et bien sûr, puisque les Palestiniens attaquaient pour de bonnes raisons, mais ce n'était pas leur territoire à partir duquel ils attaquaient Israël, et bien Israël avait répliqué, avait cassé le Liban, et malheureusement, les pays arabes et Israël ont sacrifié la seule démocratie qui pouvait vraiment donner un bon exemple au Moyen-Orient, et voilà, et on s'est retrouvé avec tous ces problèmes-là. Mais aujourd'hui, je crois que, bon, on peut espérer qu'il y ait quand même une résolution de ce problème, mais bon, moi je ne suis pas vraiment spécialiste du Moyen-Orient. Vous pourrez peut-être me dire beaucoup plus que ça. Non, je ne suis pas plus spécialiste que vous du Moyen-Orient, je veux dire. Du sionisme au moins. Oui, enfin, je m'y intéresse. Après, je ne sais pas quelle est la limite d'être ou de ne pas être spécialiste. Je vais revenir sur le début quand vous dites que l'islam ne respecte pas la dignité humaine. Je ne sais pas de quel islam vous parlez. Coran et Mahomet. Enfin, Mahomet, je ne sais pas qui c'est, donc avec ça, donc on n'aura pas de problème. Mohamed, si vous voulez, alors avec le hach guttural. Mohamed. Voilà, c'est mieux déjà oui, si vous vous appelez Pascal, si je vous appelle Bernard, vous n'allez pas comprendre pourquoi je vous appelle Bernard. Donc, moi, je pense que vous avez peut-être lu le Talmud et vous avez fait confusion avec le Coran, peut-être, c'est possible. J'en sais rien. Mais je ne comprends pas trop pourquoi est-ce que vous dites ça. Et concernant Israël, moi, je suis pour la disparition de l'État d'Israël, de l'État juif en fait. Je crois que ce qu'a loupé, en tout cas, ce qu'ont loupé ceux qui ont créé l'État d'Israël, c'est qu'ils n'ont pas réussi à se faire aimer par les pays arabes. Il ne faut pas oublier quand même que l'État juif, pour ceux qui ont créé Israël, c'est quand même à la base, c'est religieux. C'est la terre promise. Peu de gens le disent devant la caméra, hein, des juifs pro-israéliens, le disent toujours en off. Moi, tous ceux avec qui j'ai pu discuter, quand il y a une caméra allumée, ils vous tiennent un beau discours et après ils vous disent en off, ouais, mais quand même c'est la terre promise, il faut aussi comprendre ça. Donc là, je veux dire, déjà, à un moment donné, il va falloir qu'on sache et qu'on puisse parler clairement de ça. Je veux dire, ici, on est en France, dans un pays laïque, républicain, et on défend notre ami Sarkozy, hein, qui est juif pro-israélien, qui nous parle de république. Bon juif. Oui, qui nous parle de république. Oui, Sarkozy est juif. Après, il peut dire qu'il est, mais il est également du latran en même temps. Et surtout, non, mais je veux dire, c'est pas une tare, hein, je veux dire, il faut juste l'assumer. Je veux dire, j'ai pas de problème avec ça, et c'est plutôt lui qui a un problème. Moi, je suis de culture arabo-musulmane, et je le dis clairement. Je ne dis pas, je suis chrétien.
Voilà, attendez, vous pouvez être arabe et chrétien. Et il est surtout, oui bien sûr, et il est surtout pro-israélien. D'accord, c'est là où je veux dire. Et surtout, ce qui me gêne, qu'il soit pro-israélien, c'est son droit en fait. Je veux dire, je ne peux pas lui reprocher d'être pro-israélien. Comme moi, je suis pro-palestinien. Oui, je suis pro-israélien. Il n'y a aucun problème. Non, c'est qu'il est le président des Français. Et quand on voit ce qui s'est passé pendant le bombardement au phosphore plomb durci, Nicolas Sarkozy a rencontré Mahmoud Abbas pour gagner du temps, pour que les Israéliens finissent le massacre. Donc là, moi, ça me pose un problème. Bon, pour répondre à votre souci bon, je prononcerai Mohammed carrément avec le H guttural puisque je parle arabe et je fais aussi des débats en arabe, c'est pas le problème. Mahomet est hérité du turc, Mehmet. Et le français a repris, parce que les Français ne parlaient pas arabe, ils entendaient le nom de Mahomet au Moyen-Âge des Turcs à cette époque-là, puisque c'était le grand Turc qui était le plus menaçant en Europe. Et donc Mahomet n'est pas une déformation comme vous dites, ça vient de l'hébreu. Ce que vous avez, Mahomet, c'est pas de l'hébreu, c'est du turc transformé en français de cette époque. Et maintenant, c'est commun de dire Mahomet pour Mohammed. Bon, maintenant, donc, c'est pas là le vrai problème. Nous savons qu'il s'agit de toute façon du prophète de l'islam. Quand je vous ai dit que l'islam n'a pas de respect pour la dignité humaine, c'est que d'abord et avant tout, il y a la prière où il faut inscrire la soumission dans le corps, l'espace et le temps. Moi, j'ai proposé aux musulmans, si on veut vraiment s'émanciper, relever la tête, prier la tête haute, les yeux tournés vers le ciel. Voilà une position, une posture de dignité déjà. Deuxièmement, il n'a pas de respect pour les femmes, puisque les 9 veuves de Mohammed ont été interdites par le Coran de remariage. Et donc, la plus jeune d'entre elles, Aïcha, qui a été épousée à 9 ans, a été déflorée à 9 ans alors que le prophète en avait 53, elle était veuve à 18 ans et elle est morte à un âge très avancé. Et ça, c'est dans le Coran et dans l'histoire islamique dont j'ai hérité, que j'assume. Je l'assume, mais pour la dépasser. Et donc, si nous autres, d'origine islamique, de cet héritage islamique, nous n'avons pas le courage de regarder notre histoire telle qu'elle est et de dire, voilà, notre islam pose problème d'abord aux musulmans. Ce sont les musulmans qui sont ces premières victimes, transformées en vecteurs reproducteurs, et qu'il nous faut d'abord assumer notre histoire telle qu'elle est et dire non, elle n'est pas acceptable comme ça, et de la changer en toute conscience. Dans ce cas-là, nous pouvons évoluer. Et je crois, moi sincèrement, toutes les personnes avec lesquelles j'ai parlé, j'étais dans les pays arabes, comme je parle l'arabe classique, donc j'avais la possibilité de dialoguer avec presque tout le monde, et aussi bien en Égypte, aussi bien en Afrique du Nord. Et quand on a des musulmans en face, et quand on leur dit ces vérités simples, historiques, et qu'on leur dit, mais non, c'est pas possible, ma conscience d'être humain m'interdit de faire l'éloge de Mohammed, de ces pratiques-là et de ces consignes données dans le Coran, où il n'y a pas d'égalité entre ma mère et mon père, où mon père a le droit d'épouser 4 femmes et même plus s'il en a les moyens, et ma mère doit se contenter d'un quart d'homme, si ce n'est pas moins. Et donc ça, malheureusement, les musulmans doivent l'avaler, ils doivent la dépasser. En plus, bien sûr, comme on l'a vu ce week-end, nos amis de Respect Magazine qui, soi-disant, dénoncent la terreur, mais ils ne dénoncent pas la terreur que dont a fait l'usage Mahomet, Mohammed, le modèle, le beau modèle, soi-disant, de tous les musulmans, et bien sûr, y compris des terroristes, qui continuent l'œuvre de purification religieuse qu'il avait commencé à la Mecque, à Médine surtout. Alors qu'à la Mecque, Allah était vénéré autant que Allah, son féminin, que d'autres divinités. Et le christianisme, il y avait des chrétiens à la Mecque, il y avait des juifs qui vivaient en paix avec des polythéistes à Médine. Et une fois que Mahomet a conclu ce qu'on appelle, ce que les historiens musulmans appellent le pacte de la guerre, et qu'il a
émigré vers Médine, eh bien là, il a commencé des razzias. Et le Coran a prescrit le qital, du verbe qatala, ça veut dire tuer. Donc le combat à mort a été prescrit par le Coran. Sourate 2, verset 216, enfin 212 dans les autres versions, 212 ou 216. 216 dans la version officielle du Caire. Mais par contre, dans les recensions françaises anciennes, c'est le verset 212. Donc je vous donne les deux. Et voilà. Et donc ça, cette histoire-là, il faut d'abord dénoncer la terreur qu'elle soit utilisée par Mohammed, prescrite par le Coran ou par les terroristes d'aujourd'hui, pour dépasser et ne pas raconter des histoires à nos concitoyens français ou leur dire non, non, les terroristes n'ont rien à voir avec l'islam. Pour moi, je préfère laisser aux téléspectateurs d'aller vérifier ce que vous dites. Moi, je suis ni théologien. Vous parlez des 9 femmes du prophète avant que ça 9 veuves. Veuves, pardon, mais qui ont été ces femmes quand même. Donc c'est descendu à 4. Non, elles n'ont pas été interdites de se remarier, sauf qu'elles sont femmes du prophète, donc ce sont des femmes qui sont regardées, donc elles avaient le choix de se marier ou pas de se marier. Non, non, c'est interdit dans le Coran. Non, mais peu importe. Moi, je vous dis ce que je sais de tout ça, et vous dites ce que vous en connaissez, c'est votre interprétation. Voilà, je respecte votre... vous parlez aussi du terrorisme de l'islam. Il faut aussi préciser que le prophète de l'islam n'a jamais fait une guerre offensive. Ça a toujours été une guerre défensive. Donc, vous parlez d'historiens, je ne sais pas si c'est lesquels, quelles sont vos références, mais il faut revenir aussi aux racines, à la réalité historique de ces 15 siècles passés, et ça pour être un peu plus précis. Mais moi, j'ai pas trop envie en fait, de rentrer dans ce débat. Je ne crois pas qu'on soit, vous et moi, amène de parler de choses avec autant de précision. Je croyais que je n'ai pas lu l'islam. Non, je ne dis pas que vous n'avez pas lu. Vous avez votre interprétation de l'islam, vous avez votre cheminement, j'ai le mien. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Vous avez une lecture de l'islam qui est erronée, qui est fausse. Et l'histoire non, mais voilà, quand vous parlez de l'islam, j'entends que le mot guerre, terrorisme, vous parlez des femmes en islam. Le prophète a dit le meilleur d'entre vous est celui qui se comporte le mieux envers les femmes. Il faut aussi l'entendre, ça. Oui, laisser 9 veuves, oui. Parce que j'entends souvent les mêmes refrains qui ressortent, les juifs, les chrétiens, mis à mort, machin. Vous sortez vous l'avez pas fait aujourd'hui, mais vous allez peut-être le faire, j'en sais rien. On sort du contexte de certains versets et on les explique comme ça, voilà. Les musulmans en veulent aux juifs et aux chrétiens. Non, il faut non, mais c'est dans un contexte bien précis. Mais l'histoire est là. Oui, l'histoire, c'est ça aussi. C'est dans un contexte bien précis. L'islam, c'est un livre qui est vivant. Donc on l'enterre. Non, il est vivant. Bon. Ça veut dire qu'il y a des versets qui aujourd'hui sont, on va dire, en pause, et demain, peut-être, voilà, en temps de guerre, il y a certaines réalités. Voilà, vous parlez des 4 femmes en islam. Quand on a un peu de savoir en islam, on sait que le verset qui parle des femmes demande à tout musulman de prendre une femme, et pas 4. Après, chacun l'interprète, le vit comme il a envie. Voilà. Mais c'est bien d'être précis. Et je reviendrai aussi sur le terrorisme. C'est marrant parce qu'en Europe, quand on parle de l'islam, c'est toujours en nous expliquant que c'est le danger. Et quand on parle des musulmans dans le monde arabo-musulman, ici en Occident, on nous dit la même chose. C'est le danger. L'islam, à quel moment c'est un islam de paix, d'amour. C'est quand même curieux qu'on entend toujours la même chose de la part de ceux qui sont contre l'islam. C'est de nous rabâcher en permanence que l'islam n'est rien d'autre qu'une religion de haine et de... Enfin, c'est la guerre. Alors que moi, je vais revenir sur le conflit palestino-israélien. Israël a été créé par le terrorisme. Et oui, l'islam, il est pas né par le terrorisme. Et d'ailleurs, l'islam, quand il est né, au tout début de son éclosion, c'est dans le monde chrétien qu'il a été protégé. L'islam n'existerait pas aujourd'hui. C'est auprès d'un éminent chrétien
en terre chrétienne, que le prophète a demandé à ses compagnons d'aller immigrer. Il a dit je viendrai quand. Vous parlez d'Abyssinie. Voilà. Donc voilà. C'est bien de rappeler tout ça aussi. Voilà. Je veux dire, je pense qu'il n'y a pas d'hasard. Si Dieu a fait que les chrétiens ont protégé la naissance de l'islam, c'est qu'il y a un lien qui est fort. Israël, c'est par le terrorisme. On a 900 000 Palestiniens qui ont dû se sauver, qui n'ont pas pu revenir. Donc, moi, je veux bien que vous pensiez que l'islam, c'est une religion de guerre. Vous avez le droit. Je n'ai pas de problème avec ça. Ce serait bien qu'on reste aussi dans notre réalité. On est au XXIe siècle. Aujourd'hui, on a la Tunisie qui est à feu. On a l'Égypte qui est à feu aussi. On a l'Algérie. Bon, Bouteflika, je ne sais pas si on peut dire paix à son âme. Bouteflika, je veux dire, c'est. J'espère. C'est le quatrième. C'est la famille attend le cercueil. Comme ça, voilà, les choses sont dites et sont claires. Et ça fait la quatrième personne en Algérie qui s'immole. L'autre, Bouteflika, il joue au domino. Bouteflika, ça brûle. Hein, je veux dire, ça commence à bouger. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la réalité dans laquelle on est aujourd'hui, celle qu'on vit. Et qu'on parle avec honnêteté un peu de où se trouve le terrorisme. Le 11 septembre, ce n'est pas les musulmans. Pardon. Je vous en prie. Alors, bon, moi j'ai parlé d'abord de l'histoire de Mohammed et de ce qu'il y a dans le Coran qui interdit aux musulmans d'épouser les 9 veuves de Mahomet. C'est dans le Coran, il n'y a rien à dire. C'est vérifiable. Il n'y a pas d'interprétation donnée parce que c'est un fait historique. Immonde, parce qu'on ne prive pas ces femmes, ces 9 Est-ce que vous pouvez, je me permets juste de vous couper, est-ce que vous pouvez donner le verset précisément pour que les téléspectateurs puissent aller vérifier vos dires? Bien sûr. Écoutez, je n'ai pas le numéro exact, mais l'interdit aux musulmans d'épouser ce qu'il appelle les mères du croyant. Je vous donnerai, je vous écrirai non, le passage exact. Moi, je sais. Mais les gens qui connaissent le Coran, ils savent très bien que les mères du croyant... Pour ceux qui ne connaissent pas, justement. Les mères du croyant étaient interdits d'épouser leurs enfants. Bien sûr, le Coran prend les musulmans pour des enfants, pour des gamins. Et donc il leur interdit d'épouser leur mère. Mahomet, je vous donne, je n'ai pas le verset exact, mais je l'ai déjà écrit dans mes écrits. J'ai donné la teneur exacte du Coran. Et d'ailleurs même devant le Parlement. Alors, en tout cas, ça c'est immonde, et ça, il faut absolument le dénoncer. C'est un fait historique. On ne fait pas ça. Si on est un prophète, si on a quelque respect pour les êtres humains, on ne donne pas ce mauvais exemple aux musulmans. Voilà le problème. Vous avez parlé des musulmans qui ont été accueillis correctement par le Négus d'Abyssinie. En effet, vous avez tout à fait raison, vous avez rappelé un épisode historique. La première émigration des musulmans, c'était vers l'Abyssinie, vers un pays chrétien. Eh bien, ils ont été accueillis à bras ouverts. Et à la Mecque, il y avait Allah qui était vénéré à côté d'autres divinités comme Allat, son féminin, Al-Uzza, etc. Il y avait des chrétiens qui vivaient parmi les... Mais Mohammed, voulait que Allah soit le seul et unique Dieu qui soit vénéré, et il vilipendait et il s'attaquait, ce que les Mecquois ne voulaient pas, qu'ils ne s'attaquent pas à leur divinité, et que Allah, il s'appelle d'ailleurs lui Mohammed ibn Abdullah, fils d'Abdullah. Donc son père était Abdullah, ça veut dire esclave d'Allah. Donc Allah était déjà dans son histoire avant l'islam. Et Mohammed voulait la dictature unique, d'un Dieu unique et d'une religion qui prend le pouvoir sur toutes les autres religions. Et c'est pour ça qu'il a passé un pacte avec 2 tribus belliqueuses de Médine qui s'appellent Al-Aws et Al-Khazraj avant d'y émigrer. Et une fois qu'il a émigré, il a commencé des razzias. Il a coupé d'abord la route commerciale des Mecquois qui passaient de la Mecque vers le nord en passant à côté de Médine.
Et c'est là que les razzias ont commencé. Et bien sûr, c'était la guerre, et c'est sabre en main que les musulmans ont conquis petit à petit tout le territoire de l'Arabie. Et d'ailleurs, ils étaient tellement pourchassés, les pauvres musulmans, qui sont arrivés à reculons, pourchassés par les autres, jusqu'à Poitiers. Et heureusement que les Français les ont défendus, et enfin ont repoussé les attaquants de ceux qui attaquaient les premiers musulmans, parce qu'ils ne faisaient que se défendre, les pauvres. Et ben voilà, c'est nous les Français qui avons sauvé les musulmans pour ceux qui les pourchassaient. Et ça, c'est raconter de belles histoires, de se raconter de belles histoires, que raconter que l'islam ne faisait que se défendre. Moi, je ne l'admets pas ça. Par contre, pour revenir sur la fondation d'Israël et sur, peu importe, pour moi, peu importe vraiment comment Israël a été fondé. Est-ce que c'est la déclaration de Balfour qui a promis un territoire pour les Juifs qui étaient malheureusement, moi je serais d'accord avec vous sur une chose, c'est que les religions monothéistes, surtout les religions à interdit, comme le judaïsme et comme l'islam, nous empêchent de vivre avec les autres, de manger avec les autres, de boire avec les autres, de se mélanger aussi de façon matrimoniale avec les autres, et donc de nous assimiler. Bien sûr, on se perd une fois qu'on s'est assimilé, et on est dans la communauté nationale, européenne, etc. Et effectivement, les Juifs étaient trop attachés à leur histoire, à leur mythe fondateur. Le mythe fondateur de Moïse qui les sort de l'esclavage, c'est un mythe fondateur qui est d'ailleurs repris par le Coran aussi. Ce mythe fondateur qui a été la première histoire des Juifs dans cette terre orientale, ils sont orientaux, hein, ils sont sémites comme vous et moi, leur langue, elle est proche de l'arabe, et donc ces Juifs ont leur mythe fondateur, comme les musulmans ont leur mythe fondateur avec Mahomet. C'est ce mythe fondateur qui les a ancrés dans un territoire qui est la Palestine, Israël d'aujourd'hui. Et vu qu'ils avaient un écrit qui est la Bible et qu'ils s'en trimballaient ça avec eux pendant toutes leurs errances partout et qu'ils y étaient attachés, forcément, chaque fois, ils portaient Jérusalem et Israël dans leur cœur partout, qu'ils soient en Russie, qu'ils soient en Europe, qu'ils soient en Afrique du Nord. Et malheureusement, ils étaient aussi pourchassés pour ça. Ils étaient des dhimmis sous les musulmans. Ça veut dire que c'était des citoyens de seconde zone. D'ailleurs, la citoyenneté, c'est Napoléon. C'est Napoléon qui crée le concept ici en France et en Europe de la citoyenneté, où il émancipe d'abord les Juifs, mais les engage d'abord à respecter les lois de la République, de la citoyenneté, et donc délaisser les lois judaïques qui étaient contraires à la mixité, contraires à la fraternité républicaine qui est au-delà de la fraternité communautaire. Mais ces Israéliens, ces irréductibles Israéliens, enfin ces irréductibles Juifs qui rêvaient toujours d'un pays, mon Dieu, les peuples arabes, s'ils étaient vraiment, ils peuvent être généreux. Moi je crois sincèrement que les pays musulmans, les pays arabes, et même la Turquie, ça démontre, ils peuvent être généreux. S'ils avaient fait une place à leurs frères, à leurs cousins sémites, qui étaient pourchassés, et par eux, et par d'autres peuples. S'il leur a fait une petite place, et avec un pays où ils auraient pu avoir leur place. Et même aujourd'hui, c'est la solution, à mon sens. C'est de dire, mes cousins sémites, juifs, bon, vous êtes vraiment, bon, vous avez votre foi, vous êtes communautaristes, etc. Très bien, nous aussi nous le sommes, mais voilà un État où vous allez être parmi nous. Nous vous accordons vraiment, nous vous acceptons de notre cœur. Et nous allons travailler ensemble pour avoir une paix, vraiment une paix. Mais moi je recommanderais aux deux quand même la dissuasion, parce qu'il n'y a pas meilleure paix que celle garantie par aussi la dissuasion. Et donc, la dissuasion, mais bien sûr garantie par exemple par les États-Unis, parce que la Russie, on a compté dessus et ça ne marche pas.
Bon, je vais pas revenir sur l'historique concernant l'islam, le prophète. Je pense que j'ai pas envie de perdre mon temps avec ça. Parce que là, des conneries, j'en entendais beaucoup, mais en peu de temps comme ça, donc je veux pas trop, avec tout le respect que je vous dois, j'ai pas envie de discuter sur les thèmes théologiques, l'islam, machin. Voilà. Vous dites que peu importe comment l'État d'Israël a été créé. Ouais. C'est une blague ou quoi? Je veux dire, l'État d'Israël a été créé, je vous le disais tout à l'heure, par le terrorisme. On a chassé les gens de leur terre. Avant 48, il faut quand même rappeler qu'avant 48, Jérusalem était le carrefour du monothéisme. Il y avait des chrétiens, des juifs, des musulmans qui vivaient en paix et en toute tranquillité, en fraternité. L'État d'Israël a été créé en 48. Depuis, c'est la guerre entre le monde arabe et Israël. Et vous me dites, on s'en fout. Si moi je viens chez vous demain, je vous braque, je vous sors de chez vous, et je vais dire, on s'en fout. C'est chez moi maintenant. Il n'est plus là, regardez. Il tourne plus autour de la maison, c'est chez moi. C'est la même chose. Donc là, vous êtes en train de me dire qu'en fait, c'est la loi du plus fort, quoi. Que chacun s'arme le plus puissamment possible et opprime le plus faible. Non, c'est une blague. Je veux dire, j'arrive pas à entendre ça, quoi. Non. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est urgent que les États-Unis s'occupent de leurs affaires, que la France s'occupe de ses affaires, que les Anglais s'occupent de leurs affaires, et qu'ils laissent aujourd'hui le Moyen-Orient tranquille, que les Palestiniens, qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans, se mettent autour d'une table, et c'est à eux de décider ce que doit devenir la Palestine. Et pas le gendarme de la terre que vous citez, les États-Unis. Les États-Unis, on voit ce que ça donne aujourd'hui. On voit aujourd'hui en Égypte comment les États-Unis ils sont en train de s'agiter de partout pour essayer de sauver la dictature égyptienne qui existe depuis je ne sais plus combien d'années, d'ailleurs, avec le fameux Moubarak, d'accord. On a le peuple palestinien qui est dans la rue, le peuple égyptien, pardon, qui est dans la rue, parce qu'ils en ont marre, et on a les mêmes, aujourd'hui, la Tunisie c'était pareil, on a Ali Omari, on a Nicolas Sarkozy qui sont montés au créneau pour venir même donner un appui à la police tunisienne, pour continuer à mater, continuer à mater et à tirer sur le peuple tunisien. Parce qu'il faut savoir aussi que avant que ça pète en Égypte, Ali Omari avait envoyé des gens entraîner la police égyptienne. Au self-control, c'est ça? Il faut pas. Non. Mais moi ça me fait pas rire parce qu'il y a des gens aujourd'hui, le sang il coule. Ouais. Il y a des gens, ils sont sous la dictature depuis 30 ans et eux, ils sont, je veux dire, ça les fait pas rire. Donc moi non plus. Et donc là, vous me parlez de toutes ces puissances. Et quand on regarde de manière rationnelle, en fait, ce ne sont que des voyous. Nicolas Sarkozy, juste après les émeutes de 2005, ce qu'on a appelé les émeutes de 2005 en France, qui n'est qu'une révolte sociale, a reçu 2 responsables de l'armée israélienne qui se vantent d'être les plus, je veux dire, parce que Gaza, faut pas oublier, c'est un laboratoire, Gaza. On se met dans l'œil ici, on croit qu'ici, le problème palestino-israélien ne nous concerne pas, c'est planétaire. Bien sûr. Et Gaza, c'est un laboratoire. Après, il est facile d'aller dans d'autres pays et de dire, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Nous là-bas, à Gaza, les animaux, là, on les pousse à l'extrême. On sait comment l'être humain y réagit. Donc moi, je vous entends dire que peu importe comment l'État d'Israël a été créé, je me dis, franchement, posez-vous certaines questions, parce que là, vous sortez du domaine du domaine humain, quoi. Je veux dire, c'est dangereux, quoi. Non, ce que je pense qu'il ne faut pas bon, moi, ma conscience politique a commencé justement avec 67, où justement les pays arabes, encouragés aussi par le bloc soviétique qui leur vendait des armes complètement inefficaces et qui leur faisait croire qu'ils pourraient les soutenir en cas d'attaque d'Israël. Donc les pays arabes qui avaient mal choisi leurs partenaires, alors que les Israéliens avaient fait le bon choix, ils sont intelligents,
ils ont fait le bon choix. Ça veut dire un partenaire comme les États-Unis sur lesquels tu peux t'appuyer. Peu importe, hein, mais au moins tu peux lui faire confiance, quand il faut taper, il tape. Bon. Et donc Israël, donc je suis né avec ça. Bon, bien sûr que j'ai vécu, j'ai vu comment les Palestiniens ont été pourchassés. Et bien sûr par Israël, le problème, c'est-à-dire que, mais il ne faut jamais oublier que quand même, la paix qui a été proposée par les Nations Unies à cette époque, bien sûr que on peut dire que les pays arabes n'avaient pas de droit, voix au chapitre aux Nations Unies et qu'on leur a imposé ce partage. Mais s'ils avaient accepté ce partage et n'avaient pas attaqué sans être préparés, c'est ça la connerie. Moi, je m'attaque d'abord à la bêtise des pays arabes qui sont nuls, archi nuls, diplomatiquement, militairement, et ils n'ont pas de respect d'abord pour leurs enfants, qu'ils envoient se faire tirer comme des lapins, alors que Israël sont respectueux d'abord de leurs enfants et des enfants. Ils les entraînent, les fournissent le matériel. Les bombardements au phosphore, c'est quoi? Attendez, monsieur, justement, écoutez, quand vous avez quelqu'un en face qui ne veut pas discuter avec vous, qui n'accepte pas votre existence en premier, ils ont raison. Mais bien sûr que vous avez raison de vous défendre. Les Palestiniens aussi, les Palestiniens aussi ont droit de se défendre. Les pays arabes ont aussi le droit de se défendre. Mais qu'ils le fassent au moins dans le respect d'abord de leurs propres enfants. Ils étaient nuls. Depuis que je connais l'histoire des Arabes et des Palestiniens, zéro. Zéro, zéro, zéro. Ils ne respectent même pas leurs enfants. Quand on envoie un enfant comme bouclier, les Palestiniens le font. C'est de l'irrespect pour ces enfants. Les Israéliens ne font pas ça. Pardon, je vous coupe parce qu'autrement, je vous laisse discuter le plus tranquillement possible, mais à un moment donné, il faut que j'intervienne. Vous pensez quoi des petits-enfants qui écrivent sur des missiles qu'on envoie sur d'autres enfants? Ça s'appelle comment ça? Ça, c'est horrible. Et je le condamne et vous le condamnerez tous. Mais moi, ce dont je vous avais parlé, c'est les Palestiniens et les Arabes qui envoient leurs enfants sans les avoir formés militairement. Ils n'envoient personne. Attendez, eux, les enfants qui vont avec des cailloux. Non mais soyons sérieux. Vous êtes en train de nous dire là, vous allez presque nous dire que les Palestiniens ont une armée d'enfants. Qu'est-ce qu'ont les Palestiniens à part des cailloux? L'électricité est sous contrôle israélien, l'eau est sous contrôle israélien, les vivres sont sous contrôle israélien, dans un centre de concentration fermé, on les a bombardés au phosphore, les Égyptiens, l'autre pourriture de Moubarak a été le premier, parce que lui c'est pareil, c'est les Juifs israéliens, Moubarak, c'est pas un président arabe, donc il faut aussi être précis. Moubarak est un Juif pro-israélien, il est le premier à tirer sur ses frères palestiniens quand eux sont en train de se faire bombarder. Oui, vous, ça vous fait rire, mais toutes ces familles, toutes ces femmes, non mais juste un peu de respect pour celles, vous savez, celles qui ont porté des enfants qui aujourd'hui pleurent leurs enfants parce qu'ils sont bombardés au phosphore par les plus grandes puissances mondiales, parce qu'Israël, ce qu'il faut aussi comprendre et savoir, au-delà du domaine religieux, la terre promise et tout, c'est que la terre promise, oui, pour certains, d'accord, mais tous ceux, les Français, les Anglais, les Américains en priorité, pour eux, c'est une base militaire. Ils se sont partagés le gâteau. Ils ont fait, au nom de plus jamais ça, plus jamais la Shoah, ok, on va vous donner votre État juif en Palestine. Pourquoi en Palestine d'ailleurs? Les Palestiniens n'ont absolument rien à voir avec la souffrance du peuple juif. Et le mythe fondateur, ils ont dit ok. Et le mythe fondateur juste je finis. Ils ont dit ok, on va vous donner votre État juif. Ouais. Au nom de plus jamais ça, on va faire fermer la gueule à tout le monde, on va tous les culpabiliser, et on va se partager le gâteau. On va contrôler le Moyen-Orient. Le pétrole, c'est le pouvoir, tout ça. Oui, bien sûr. Je crois que c'est comme ça que c'est le discours que j'ai entendu depuis tout enfant. Depuis tout petit. Tout petit. Ça veut dire que les Arabes, ou les musulmans, ou les anti-sionistes et les anti-israéliens croient qu'il n'y a pas d'autre issue que ce que vous venez de décrire, ce scénario. Il y a des méchants, il y a des très forts, et moi je suis faible, donc il n'y a que l'intifada, ça veut dire j'envoie mes enfants jeter un caillou sur des gens armés, et donc ils se font tirer comme des lapins, et donc moi je n'ai pas de solution. Et ça mon cher ami, c'est l'irresponsabilité totale de tous ceux
qui se font un nom en se hissant sur les cadavres des Palestiniens. Je les combats tous, et vous aussi. Vous montez sur les cadavres des Palestiniens parce que vous croyez que vous n'avez pas d'autre solution. Mon cher ami, quand j'ai en face de moi, quand je sais que vous êtes très fort par rapport à moi, quand je n'ai pas de force pour vous affronter, vous êtes bien sûr mon adversaire. J'envoie pas mon fils et mon enfant vous confronter avec encore des moyens insuffisants. Qu'est-ce que je fais, monsieur? Il y a l'autre solution. C'est que je négocie, et je négocie intelligemment, et je convainc d'abord le vrai responsable. Vous êtes sérieux quand vous dites ça? Oui, oui, avec les États-Unis. Mais moi, vous êtes en train de vous non, je vous assure, monsieur, je vous assure. Vous êtes sérieux, là? Je l'ai dit à un ambassadeur saoudien, que j'ai eu la chance de connaître personnellement. Attendez, je lui ai dit, écoutez, monsieur, vous avez le pétrole. Vous avez bien compris, vous. Pétrole, oui. Ah oui, mais vous n'allez pas jusqu'au bout de votre logique. Si, on va y aller. Vous avez, vous, monsieur, je lui ai dit, monsieur l'ambassadeur, vous, monsieur l'ambassadeur, vous avez le pétrole. Vous avez une communauté qui fait le beau et le mauvais temps avec les prix. Vous avez des capitaux aux États-Unis. Les États-Unis, vous le savez bien, ils marchent selon leurs intérêts. Eh bien, vous êtes nuls parce que vous n'avez pas réussi à convaincre les États-Unis à faire pression sur Israël pour aller à des négociations de paix. Parce qu'il y a la possibilité de négocier la paix et il y a cette solution. Ouais, enfin, vos références, c'est les États-Unis, c'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, le roi d'Arabie Saoudite est juif. Pro-israélien. Oui, mais d'accord. D'accord. Vous avez laissé vite, oui, c'est vrai, ça se voit sur le nez. D'accord, oui, mais vous verrez que l'avenir me donnera raison. Il est juif, pro-israélien. L'Arabie Saoudite et le roi d'Arabie Saoudite n'est que le pantin, c'est Moubarak, c'est Ben Ali, ce sont les mêmes alliés d'Israël. D'accord? Alors comment voulez-vous que ces gens-là travaillent pour le bien de leurs propres enfants, alors qu'ils sont les alliés de ceux qui massacrent leurs propres enfants? Alors, et vous me parliez aussi des Palestiniens qui sont au-delà d'être persécutés, d'être méprisés, d'être bombardés, massacrés, humiliés. Vous dites, en plus de cela, les Palestiniens sont que des pauvres cons, ils envoient leurs enfants, ils envoient leurs enfants. Mais monsieur, excusez-moi, quand vous vivez dans un endroit où même votre dignité elle est plus respectée, et chaque Palestinien, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque famille palestinienne, ils ont tous perdu au moins un membre de leur famille. Moi, je comprends que ces enfants qui vont jeter des pierres le fassent. Parce que c'est la seule chose qu'ils ont à faire. Et c'est la seule chose qu'ils ont, c'est leur dignité qu'on leur a pas enlevée. Excusez-moi, vous demandez aux Palestiniens d'aller négocier avec des gens qui passent leur temps à les bombarder. Et comme je vous disais tout à l'heure, ces gens-là tiennent l'électricité, l'eau, les vivres. Donc il faut arrêter. Je veux dire, quand vous dites ça, je me dis, ou il vient d'une autre planète, monsieur Pascal, ou alors vous vous foutez de ma gueule, c'est pas possible. Vous croyez pas ce que vous dites. Vous pouvez pas croire ce que vous dites. Je vous assure que j'y crois. Parce que les Palestiniens sont le peuple le plus éduqué du Moyen-Orient. Comment se fait-il qu'un peuple, soi-disant opprimé, arrive quand même à donner une très bonne éducation d'un certain niveau à ses enfants? Vous n'allez pas me faire croire que l'État d'Israël est aussi tortionnaire que cela. Et ce que je viens de remarquer, monsieur... C'est quoi les bombardements au phosphore dans un endroit fermé où même l'animal il peut pas sortir de là? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus que des bombardements intenses jour et nuit? On a envoyé des millions de tonnes sur une population sans défense. Parfait. Eh bien, monsieur, je vous réponds parce que les Palestiniens qui ont accepté qu'un con, je le répète, un con comme Ahmadinejad leur fournisse des missiles qui ne tirent même pas directement sur des casernes, mais qui avisent à côté, s'ils étaient assez cons pour accepter des armes comme ça et pour titiller les Israéliens pour qu'ils viennent
en rétorsion, leur envoyer de vrais missiles qui visent juste, c'est qu'ils sont assez cons. Et vous, vous fermez la possibilité pour croire qu'il n'y a que ça. Or, Israël, monsieur, quand vous ne pouvez pas l'affronter par l'armement, vous devez aussi choisir d'autres solutions. Je vous ai donné une autre solution. La solution. La solution de la négociation. La négociation et la pression avec d'abord le grand soutien, le grand Satan si vous voulez, le grand soutien d'Israël qui est les États-Unis. Parce que la Russie c'était nul, la Chine ce n'est pas encore à la hauteur, c'est pas l'Inde qui va venir vous donner des moyens pour affronter Israël. Donc le seul partenaire que vous pouvez convaincre et retourner éventuellement, c'est Barack Obama. Bon, et si les Arabes ne sont pas assez... Création de la CIA. Voilà, et bien voilà. Alors, mais ce que j'ai remarqué... Vous voulez qu'ils négocient, vous voulez que les Palestiniens négocient avec tous ces voyous, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'autre solution que d'aller se soumettre et de demander pitié à leurs tortionnaires. Obama, c'est la création de la CIA. Monsieur, on ne négocie qu'avec son adversaire, dans toutes les guerres. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Par contre, ce que j'ai observé, et là je vais féliciter ce peuple israélien et juif, mais vraiment petit, il a envahi non seulement des territoires, mais votre esprit aussi, parce que maintenant, dès que vous voyez quelqu'un, le roi d'Abdallah, il est juif, il est israélien, vous êtes prêts presque. Maintenant, dès que vous voyez quelqu'un qui n'est pas... Qui vous paraît un petit peu... vous le traduisez. Donc vous mettez... Maintenant le peuple, finalement ce petit peuple de rien du tout, il devient énorme et il a conquis même votre esprit. Et d'ailleurs vous, ici en France, au lieu de vous occuper de nos affaires uniquement françaises, vous avez carrément osé créer un parti qui n'a comme objectif que d'être antisioniste. Est-ce que franchement ce sont les problèmes de la France? Alors je vais vous répondre, puisque vous m'amenez sur ce terrain-là. On a créé cette liste antisioniste avec Dieudonné, Mbala, parce que justement la France est colonisée. À l'Élysée, Sarkozy est sioniste, Kouchner est sioniste, Alliot-Marie est sioniste. Les Juifs sont partout. Alors on nous parle justement, on va rester en France, puisque vous voulez qu'on reste sur la France, c'est ce que je voulais aussi, c'est vous qui m'avez amené sur le prophète, l'islam, les femmes, Casimir. Donc moi je veux bien qu'on reste sur ce terrain-là. Dominique Strauss-Kahn, juif pro-sioniste. On peut rappeler sa fameuse phrase, chaque matin quand je me lève, je mets... Il est français ou pas? Il est français. Les Français, c'est de nationalité. D'abord, des Français israéliens, je veux dire, comme beaucoup de juifs pro-israéliens en France, on ne sait plus. On voit en Tunisie, on a Boujna qui aujourd'hui nous dit qu'il est plus tunisien qu'autre chose. Voilà, on a beaucoup d'aujourd'hui de gens qui crient haut et fort la République, la laïcité, et dès que leurs racines, dès que leur terrain, dès que leur pays d'origine est touché, là, il est comme Massias, chanteur de l'amour. Malheur à celui qui blesse un enfant. Juif, bien sûr, mais ça il ne l'a pas dit, mais malheur à celui qui blesse un enfant. Il est algérien, français, israélien, c'est une multicarte. Les gars, partout où ils vont, il est en Chine, il fait je suis chinois. Il est en France, il est français. En fait, ce sont des escrocs. Donc oui, moi je suis content, fier que cette liste antisioniste, c'est une première mondiale, il n'en existe pas. Et j'espère qu'il y en aura d'autres, et qu'il y en aura d'autres dans d'autres pays. Oui, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les trottoirs qui sont occupés, c'est la France qui est occupée par le lobby sioniste, le lobby juif sioniste. Et l'occupation en France, si on doit vraiment parler d'occupation, on peut parler de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, la Shoah, c'est dans tous les médias traditionnels, télévisés, radio, à l'école. Ça, pour moi, c'est une vraie occupation. De votre bouche. Oui, mais c'est une vraie occupation. On est vraiment occupé par... On a mis la Shoah au-dessus de Jésus. C'est-à-dire que cette terre chrétienne, j'entends beaucoup de gens nous dire oui, nous sommes une terre chrétienne, elle a son histoire, il faut la respecter. Mais non, on n'est plus en terre chrétienne. On est en terre sionisée. Il y a un lobby juif, la maison mère c'est le CRIF, d'accord, qui eux, à partir de là, d'ailleurs, moi je pense,
que Israël, ça fait 60 ans, c'est la retraite. Je pense que ça va se déplacer en France. Je pense que la base, le vrai Israël, l'avenir, c'est en France. C'est pour ça que je me bats, parce que moi, j'aime cette France dans laquelle je suis né. Moi, j'ai pas de problème avec qui que ce soit, les homosexuels, les juifs, les chrétiens, les peintres, les sportifs. Moi, j'ai pas de frontière avec ça. Je suis tranquille avec moi-même. Mais j'ai un problème avec l'injustice. C'est plus fort que moi, c'est comme ça. J'arrive pas à me taire. Et oui, aujourd'hui, il existe une liste antisioniste, et elle est là pour essayer de sortir la France de l'occupation, et pas de cette occupation que vous prétendez, vous et d'autres, comme Marine Le Pen. On a des gens... Je n'ai rien à voir avec elle. Vous tenez le même discours. Bon, vous êtes contre l'islam. Elle est aussi contre l'islam. Donc, voilà. Mais c'est votre droit d'être contre l'islam. La logique est oui, vous haïssez le monde arabe. Moi, quand je vous entends parler de ces enfants palestiniens arabes, j'entends bien dans votre bouche et dans votre regard comment vous en parlez. Et je me dis, lui, il a un problème. Je ne sais pas quelle est votre histoire, mais si vous avez un problème avec vous-même, c'est pas... Donc je reviens sur les propos de Marine Le Pen et plein d'autres, parce que tout ça, c'est le lobby sioniste. Marine Le Pen, on lui a dit aujourd'hui, c'est très très compliqué. Il y a des événements aujourd'hui qui font que c'est très compliqué, des choses qu'on n'a pas prévues. Donc aujourd'hui, nous, on va arrêter de taper sur l'islam comme on le fait. On va continuer avec tous nos outils, mais c'est toi qui vas être devant et tu vas dire haut et fort ce que nous on va te demander de dire, et tu auras. Et je pense même que Marine Le Pen pourra peut-être même être présidente demain. Beaucoup pensent qu'elle va arriver au deuxième tour face à Dominique Strauss-Kahn. Moi je dis, ils sont même plus subtils que ça. C'est peut-être même qu'ils ne mettront pas Dominique Strauss-Kahn, même si je pense qu'aujourd'hui ils sont dos au mur, ils n'ont plus le choix. Aujourd'hui, c'est plus le juif qui pleure, j'ai souffert, c'est le juif, voilà, c'est le guerrier. Ils passent à une autre étape, ils n'ont plus le choix, parce que la pleurniche, les gens n'ont plus de larmes. Et je pense même que Marine Le Pen pourrait être demain la première femme présidente en France. Voilà, donc je pense qu'il est arrivé à son temps, mais on peut le partager, hein, on peut partager mon temps, ça ne me pose pas de problème. Là on fait une petite pause, donc, voilà, je peux arrêter les deux. Non, les deux. Donc Pascal est encore un peu en avance, mais ce que je vous propose, c'est de conclure tous les deux. Donc, si tu veux utiliser tout ton temps de parole, tu as 6 minutes. Et si c'est génial, mais tu peux. Voilà. Et si tu veux utiliser tout ton temps de parole, tu as 3 minutes. Relativement. Mais voilà, après, vous gérez ça comme vous voulez. Si tu veux lui offrir du temps de parole. Oui, il n'y a pas de souci. Non, moi, donc, a priori, là, c'est à Ahmed d'appuyer sur son bouton pour que Pascal conclue. Et après, une fois que tu appuies sur ton bouton, Ahmed pourra conclure aussi. Donc j'appuie sur le mien. En conclusion, je crois que, il critique bien sûr le sionisme, je critique l'islam. Moi, je crois que d'abord, il faut protéger ses propres enfants, ne pas les envoyer sans défense et sans formation militaire à aller faire la guerre avec des pierres, parce que une fois qu'ils ont été humiliés une deuxième et une troisième fois, c'est qu'on n'est pas intelligent pour comprendre que c'est pas comme ça que se mènent les guerres aujourd'hui. Et moi, je crois que parce que les Arabes et tous les Arabes autour d'Israël sont assez bêtes pour ne pas utiliser les moyens qu'ils ont aussi, et ils n'ont pas utilisé le temps qu'ils ont eu pour former leurs enfants, pour sortir leurs enfants de la misère, de la dictature, que le monde arabe est aujourd'hui envahi. Tous les cerveaux arabes, y compris ceux qui ont migré vers l'Europe, sont envahis par ce petit peuple d'Israéliens. Et là, vous voyez que c'est parce... Maintenant, vous y voyez carrément les manipulateurs de celui qui va nous gouverner, y compris Marine Le Pen, etc. Ce que, franchement, vous êtes à un degré très avancé d'une maladie qui s'appelle la sionite. Pour conclure, alors, je finirai sur... il me reste encore un peu de temps de parole, je crois. Ouais, certainement que je suis atteint de la maladie que vous venez de dire, je ne sais pas comment vous avez dit ça d'ailleurs. Sionite. Sionite. Je vous rassure en tout cas. Si les Arabes sont des gens bêtes,
Aujourd'hui, il y a la Tunisie qui bouge, il y a l'Algérie qui bouge, il y a l'Égypte qui bouge. Et tout à l'heure, vous faisiez référence à Ahmadinejad. Voilà un exemple de dignité, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il est aujourd'hui, qu'il est l'ennemi numéro un. De son peuple. Non, pas de son peuple, il a été élu démocratiquement. Ce qui vous dérange, je comprends, puisque vous êtes pro-israélien, donc je comprends que... Mais vous êtes complètement aveuglé par votre discours et par votre vision des choses. Vous pensez que moi je suis dans la théorie du complot. Oui, le complot existe, j'ai pas de problème avec ça. D'accord? Parce que toutes ces théories de complot, c'est pour faire taire les gens, l'antisémitisme pour faire taire les gens. Oui, il existe un complot. Voilà. Le 11 septembre est un complot. D'accord? La création d'État Israël est un complot. Et Israël disparaîtra. Je ne sais pas si de mon vivant je le verrai, mais Israël disparaîtra. Et j'espère qu'ils reviendront, les juifs, les chrétiens, les musulmans retrouveront cette terre dans laquelle ils vivaient paisiblement entre eux. D'ailleurs, les anciens, quand le sionisme est arrivé en Palestine, les juifs eux-mêmes ont demandé à ces juifs-là de dégager. Ils leur ont dit, on n'a pas besoin d'un État Israël ici. C'est le début de notre fin, votre arrivée ici. Donc vous voyez, tout le monde ne pense pas comme vous. Il y a aussi des juifs, des israéliens, il y a des objecteurs de conscience en Israël, il y a des gens... être juif, c'est pas être un martien. Être juif, c'est comme vous et moi, il y a du sang qui coule dans les veines, voilà. Donc il y a des gens qui sont juifs, qui aiment Israël. Moi je comprends qu'il y ait des gens qui aiment Israël. Ces enfants qui sont nés en Israël, par exemple, pour moi, ça c'est une question sur laquelle on devrait pouvoir se poser et réfléchir. Un enfant qui me dit, un adolescent qui a 20 ans, qui me dit, moi je suis né en Israël, toi tu me dis, il faut que tu dégages, c'est pas ta terre parce que c'est les terres qu'on a volées. Il va me dire, mais moi je suis né ici, je n'y suis pour rien. Et moi je lui dirais simplement, ben oui, c'est chez toi ici, tu es né sur cette terre, sauf que ça s'appelle pas Israël, ça s'appelle la Palestine. Et si tu as besoin d'aller vivre ta vie, ta foi ici, ben, vis là. Mais il faut que tu comprennes que ici, c'est la Palestine. Voilà, et en ce qui concerne le sionisme, oui, je pense que le combat, pour moi, il est légitime, comme tous ceux qui le combattent, parce que la France est vendue à la voyocratie mondiale, hein, états-unienne, les mêmes, hein, les Français, les Anglais, enfin, ces puissances qui ont créé l'État Israël. Et je pense que nous, en France, on a tout intérêt à retrouver notre neutralité, ce que ne fait pas Nicolas Sarkozy, ce que ne fait pas le gouvernement français. D'accord? Le gouvernement français n'est pas juste par rapport au conflit palestino-israélien. Sarkozy clairement prend position pour Israël. Il y a des milliers de gens qui meurent tous les ans de la faute de l'Élysée. Donc quand on a un peu de conscience et qu'on n'a pas envie d'aller se coucher le ventre plein tous les soirs et mort de rire, à un moment donné on dit stop, il faut que ça s'arrête. On ne peut pas continuer, nous, au nom de la laïcité, au nom de machin, parce qu'en fait, la laïcité, pour vous, en fait, d'abord pour moi, c'est une religion. Hein, je veux dire, vous êtes encore moi, je vous trouve moins tolérant que moi. Vraiment, je trouve que vous êtes moins tolérant que moi et dans vos propos, je sens parfois de la haine. Vous avez du mépris et de la haine vis-à-vis notamment du monde arabe, des Palestiniens, mais un amour pour Israël, machin. Donc bon, vous avez certainement votre petite carrière à profiler, vous avez choisi le camp pour vous du plus fort. Après, voilà, c'est une question d'état d'esprit, c'est une question de philosophie, où se trouve le chemin, où se trouve la force, chacun choisit quoi. Si pour vous la force c'est là où il y a la mallette, c'est votre choix. Si c'est votre carrière c'est votre choix. Je suis en retraite. Non mais c'est pas parce que vous êtes en retraite que vous n'avez pas des ambitions de carrière politique ou autre. Moi je pense que ici, moi je suis moins dangereux que vous pour notre pays, vraiment. Merci.